Donner la parole à Christine et puis à Madame Colette Brackman. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici avec vous tous ce soir. Alors, je n'écris jamais ce que je présente, moi je parle toujours avec mon cœur. Et dans la vie, je me dis toujours, soit on peut choisir de devenir spectateur, ou alors on décide de devenir acteur face aux tragédies qui se passent dans le monde. Et en l'occurrence ici en République démocratique du Congo, cette province, cette ville de Bukavu qui m'a vu naître, je suis née au bord de ce merveilleux lac Kivu, qui est pour moi la plus belle région, je crois, du monde. Et je me souviens quand je suis venue faire mes études en Belgique, à chaque fois que je rentrais en vacances, à l'époque il y avait encore des postes, donc on écrivait, j'écrivais à mes copines, et j'écrivais toujours un petit bout de rêve dans un coin de paradis, gros bisous de Bukavu. Et on s'est rendu compte que petit à petit, et je dois dire depuis 1994, ce que nous appelions ce petit paradis, en fait on l'a transformé en enfer. J'ai commencé ma carrière comme prof à l'école belge, prof d'anglais et néerlandais. Oui, c'est marrant. Anglais et néerlandais. Puis les réfugiés sont arrivés, on cherchait une personne qui parlait, comme j'ai la chance d'être polyglotte, je parle beaucoup de langues, donc on cherchait quelqu'un qui était établi à Bukavu, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à rentrer dans ce monde humanitaire. J'ai travaillé pour les Canadiens, pour ce combat qu'on mène. Donc on a tous perdu notre liberté, et même moi-même à Bukavu, je suis obligée aujourd'hui de me promener avec des gardes armés. Mais c'est le prix à payer quand, c'est ce que je vous disais au début, quand on décide de ne plus être spectateur et d'être acteur. Parce qu'il y a un proverbe de la tribu de ma mère qui dit qu'une seule main ne peut pas battre le tambour. Et je pense qu'il ne faudrait pas qu'on pense que le problème, que le Congo ou l'Afrique est loin. Regardez ce qui se passe avec les islamistes. On pensait aussi que c'est loin, qu'on n'est pas concerné, mais aujourd'hui, vous êtes plus concernés que jamais. Et si on ne fait rien pour que ces viols et que ces violences s'arrêtent, et aujourd'hui, même nos corps, le corps des femmes était devenu un champ de bataille, et aujourd'hui, quand on voit les viols massifs sur les enfants de moins de 5 ans, et si nous ne bougeons pas, si nous ne réagissons pas, je vous assure que ça prend des proportions épidémiques. Parce que quand je vois... Et les femmes ont tout simplement demandé, nous ce qu'on veut c'est un toit. Nous ce qu'on veut c'est qu'on renforce nos capacités. On en a marre d'être des mendiantes. On en a marre d'être humiliés à chaque fois qu'on vient, on nous donne 5 $, on nous donne 500 francs. On en a marre de ça. Nous, on veut prendre notre destinée en main. On veut prendre notre pouvoir. Et c'est ainsi qu'on a lancé cette campagne donc VIDE et UNICEF, parce qu'à l'époque on avait beaucoup de chance. La numéro 1 de l'UNICEF était une amie à Eve Ensler. Et c'est de là qu'on a commencé à mettre en place cette idée de la cité de la joie. Et à créer ce concept qui est de transformer les peines en pouvoir. Donc tout le programme de la cité de la joie, et aujourd'hui je suis très très fière de le dire, on l'a créé avec des femmes congolaises. Donc à 100%. VIDE nous a simplement servi, bon moi je dis toujours, ils ont été le vent derrière notre dos pour nous aider à voler de nos propres ailes. Colette qui est ici, qui est déjà venue, chaque fois qu'elle est à Bukavu, elle passe nous dire un petit bonjour à la cité de la joie. Et je vous assure, quand vous mettez un pied dans cette cité, c'est comme si vous étiez ailleurs. D'abord, il y a des fleurs partout, ça c'était au début de la construction. Il y a des fleurs partout et il y a une telle joie. Il y a une telle joie parce que ces femmes, lorsqu'elles arrivent, ce sont des femmes qui arrivent mais qui n'osent même presque pas vous parler. Mais après quelques mois, on voit déjà toute cette transformation. Moi, je compare souvent à des fleurs après la saison sèche, qu'on a l'impression que c'est complètement desséché. Mais chaque jour, arroser un peu, et c'est avec tout cet amour et tout ce programme de la Cité de la Joie, après elle se transforme en les plus belles fleurs, je pense, du Congo. On nourrit tout le centre. Pour vous donner juste un exemple, on a vidé un étang piscicole, on a eu 1 tonne 400 de tilapia.
Parmi les cours qu'on a, il y a la transformation des produits parce qu'on n'a pas de frigo. Donc le poisson, on l'a salé, on l'a fumé. Pour le reste, le surplus, on l'a vendu. Là, on est en train de récolter 20 tonnes de riz parce qu'on fait aussi la riziculture. Je suis en train d'acheter, tout ça par autofinancement parce que lorsqu'on vend le surplus, je suis en train d'acheter une presse à soya pour fabriquer de l'huile de soya. Tout ce qui est culture maraîchère, donc tous les légumes, etc. On les a, on a des porcheries, on a commencé avec 11 cochons, aujourd'hui on en a plus de 400, donc le surplus on vend et on est en train de par autofinancement, on est en train d'acheter du matériel, pour la ferme. Et ce n'est que comme ça, et on a même eu des fonds pour reconstruire 2 maisons, donc 20 et 20 femmes, et des femmes qui quittent la Cité de la Joie. Beaucoup, celles qui veulent, peuvent retourner travailler aussi avec un salaire dans notre, qu'on appelle le V-World, V comme V-Day, V-World. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et surtout d'être venu ce soir. Merci. Me donner des exemples concrets, j'avais du mal à croire de telles atrocités. Et puis, je suis allée à l'hôpital de Panzi, et là, le docteur m'a laissé aller à l'époque dans cette aile qui était réservée aux femmes qui avaient survécu, qui étaient là, qui attendaient d'être opérées ou qui venaient de l'avoir été, et qui racontaient leur histoire, qui étaient toujours des histoires terrifiantes, qui étaient d'une cruauté, des histoires de sadisme, et aussi des femmes qui souffraient de la fistule, qui avaient vraiment du mal à guérir. Le docteur essayait de les traiter. Et donc, toutes ces étapes, Marie Jacob un jour m'avait accompagnée, et je me souviens que déjà à l'époque, en discutant avec Christine, il y avait ce souci qui prévalait de dignité des femmes. Et qu'en parlant avec Maryse, on disait, mais au fond, ces femmes, elles ont été avilies, elles sont dépendantes, et on doit leur redonner, pas seulement les soigner sur le plan physique, ce que fait le docteur, mais aussi les encadrer sur le plan psychologique, les réhabiliter, leur donner confiance en elles-mêmes, et aussi leur donner le goût d'être des femmes, d'être belles, d'être désirables, de repartir dans la vie. Et je me rappelle qu'il y a eu toute une opération menée par l'RTB, Marie Jacob, et peut-être que François s'en souvient, où on avait amené des savons, des produits de beauté pour les femmes, des choses simples, mais qui leur faisaient un plaisir extraordinaire parce qu'elles retrouvaient le goût de la coquetterie, de pas seulement être une victime, mais d'être une femme qui peut se redresser, qui peut plaire, qu'il y a autre chose dans la vie que la douleur et la victimisation. Du M23 et de la vingtaine de groupes armés qui errent toujours au Kivu, il y a encore des gens qui sont là, qui sont debout et qui s'organisent, et c'est une société organisée. Et donc moi, quand j'entends qu'on décrit le Kivu comme dans un état d'anomie, c'est-à-dire de violence où tout le monde tue tout le monde, tout le monde persécute tout le monde, je dis ce n'est pas vrai. C'est une société qui est agressée pour des raisons matérielles, pour avoir accès aux matières premières, pour essayer de soumettre cette population, mais cette population résiste, elle est debout, elle se bat, et les femmes en particulier se battent. Et c'est pour ça que j'ai particulièrement aimé les dernières années, lorsque j'ai vu la Cité de la Joie, où Christine m'a accueillie, c'est de voir à l'entrée de la Cité de la Joie cette phrase qui est écrite sur le mur « Changer la douleur en pouvoir ». Ça veut dire que nous sommes des victimes aujourd'hui, mais demain nous serons debout et nous allons nous battre pour avoir quelque chose, notre mot à dire, pour avoir une parcelle de pouvoir. Et ce pouvoir, on leur apprend dans la Cité de la Joie comment faire. Et là, Christine m'a montré, j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'aller devant les cours, de self-défense, d'autodéfense pour les femmes, des cours d'écologie, des cours d'informatique,
d'alphabétisation, où ces femmes reçoivent les outils qui leur permettront après de devenir autonomes, de repartir dans leur région d'origine, au Kivu, mais aussi dans d'autres régions du Congo, et de devenir des leaders. Et c'est ça le formidable pari que font Christine et le docteur Mukwege, c'est que les femmes deviennent aussi des leaders. Et des leaders, j'en ai rencontré. J'en ai rencontré au Sud Kivu, j'en ai rencontré à Ituri, partout dans le Congo, des femmes qui ont surmonté leur douleur, qui prennent leur destin en main, et pourtant leur douleur parfois revient, parce que parfois le viol revient, alors elles retournent au village, et là elles retournent sur une bande armée, et elles reviennent de nouveau blessées à l'hôpital de Panzi. Et malgré tout, ces femmes prennent leur destin en main, et pour moi c'est l'espoir du Congo, et ça dans le film, ça revient à tout moment, ces communautés de femmes qui ont le courage de raconter tout ce qu'elles ont vécu, comment elles ont essayé de le surmonter, de s'organiser, de faire d'une petite économie avec des microcrédits, de repartir dans la vie et finalement de retrouver leur autonomie. Et ça, c'est vraiment le message de Christine et du docteur qu'une femme comme Eve Ensler a magnifiquement compris dès le départ et soutenu, c'est qu'il fallait rendre leur autonomie à ces femmes pour qu'elles ne soient pas figées dans leur destin de victime et de dépendance.